Alors imaginez un consultant étranger qui se retrouverait à la tête de l'unité militaire la plus puissante d'un pays. C'est le point de départ d'un article qui a fait beaucoup de bruit et qui soulève des accusations franchement très très graves. On va décortiquer ensemble ce qui est dit, point par point, pour bien comprendre. Et ça commence fort. L'article s'ouvre sur une phrase qui sonne presque comme un avertissement. Remarquez bien cet homme. C'est direct, hein. D'emblée, la source nous met face à un seul individu, qui est présenté comme la clé de toute cette histoire. Une histoire qui s'annonce assez complexe et, disons-le, plutôt troublante. Et juste après, l'accusation tombe. Et c'est une accusation lourde. On le qualifie de, je cite, « visage de la terreur du peuple camerounais ». Voilà, c'est dit. On ne parle plus du tout d'une simple influence politique ou économique. Non, les mots posent un cadre très clair, celui de la violence et de la répression. Bon, après une affirmation pareille, on a forcément envie de savoir, mais de qui parle-t-on exactement? Qui est cet homme? L'article, évidemment, va nous donner un nom et quelques éléments de son parcours. Son nom, c'est Eran Moas. Et ce nom, la source l'associe tout de suite à un chiffre, 27 ans. 27 ans de service au Cameroun. Ce qui est souligné ici, c'est que ce n'est pas juste la longévité d'un expatrié lambda. Non, on nous le présente comme un homme qui, au fil des années, serait devenu absolument indispensable, et ce, au plus haut sommet de l'appareil sécuritaire du pays. Ok, mais comment en est-on arrivé là? Pour bien comprendre comment un homme comme Eran Moas a pu, selon la source, acquérir une telle influence, il faut faire un petit retour en arrière. On va se pencher sur les origines du partenariat, très stratégique, entre le Cameroun et Israël. L'article met en avant 3 dates, 3 moments vraiment clés. D'abord, on a 1984. C'est un moment de bascule. Après une tentative de coup d'État, le président Paul Biya aurait décidé de se tourner vers Israël pour réformer toute sa sécurité. Ensuite, on saute en 1998. C'est là qu'un jeune homme de 22 ans, un certain Eran Moas, débarque au Cameroun. À l'époque, il est simple technicien. Et puis, 3e date cruciale, 2010. Le fondateur israélien de l'unité d'élite de Cameroun, le BIR, meurt dans un crash d'hélicoptère. Et c'est cet événement qui, d'après la source, va tout changer pour Moas. Alors, c'est là que l'histoire prend un tournant assez fou. Comment est-ce qu'un consultant, un technicien, peut devenir du jour au lendemain le chef, même si c'est officieux, de la force la plus puissante et la plus redoutée du pays? C'est la question centrale. D'ailleurs, parlons-en de cette force. Le BIR, le bataillon d'intervention rapide. Il faut vraiment comprendre de quoi on parle. La source le décrit comme le corps de l'armée le plus puissant et le plus équipé du Cameroun. C'est pas rien. Ça veut dire que celui qui contrôle le BIR, eh bien, il détient un pouvoir absolument immense dans le pays. Et nous voilà au cœur du sujet, à l'allégation la plus spectaculaire de l'article. C'est qu'après la mort de son fondateur, ce serait Eran Moas, qui n'est officiellement qu'un consultant, un étranger, qui aurait pris les rênes opérationnelles du BIR. C'est une situation qui, selon la source, pose une question fondamentale, celle de la souveraineté nationale. Bon, le cadre est posé. Un consultant étranger à la tête d'une unité d'élite. Maintenant, la source va aller plus loin et détailler très précisément à quoi aurait servi le BIR sous ce commandement présumé. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on lui reproche? Comment cette unité d'élite aurait-elle été employée? Et là, l'article déroule une liste d'accusations qui, mises bout à bout, dessine un tableau assez glaçant de répression systématique. La liste est vraiment lourde. On parle d'utilisation du BIR pour massacrer des civils qui demandaient un changement politique. On parle d'assassinat de manifestants qui contestaient des résultats électoraux. On parle même de déploiement avec des bulldozers pour détruire les camions de grévistes. Bref, on décrit une utilisation systématique et violente de cette force contre toute forme d'opposition. Le point crucial que soulève l'article, c'est ça, l'utilisation d'une unité d'élite contre sa propre population. La question qu'on se pose, c'est pourquoi? Pourquoi une telle violence? Eh bien, la source avance un mobile très clair, l'enrichissement personnel. L'article fait un lien direct entre ces actes de répression et une fortune personnelle qui serait devenue considérable. Et la logique de l'article est assez simple à suivre en fait. D'un côté, on a le contrôle de la force armée la plus puissante du pays qui serait utilisée pour mater toute opposition. Et de l'autre, eh bien, on a des actifs bien visibles. On parle d'un célèbre restaurant à Yaoundé, mais aussi de gigantesques biens immobiliers en Europe et en Amérique. L'article met ces deux choses côte à côte pour suggérer que l'un est la conséquence de l'autre. Face à un tableau aussi sombre, l'article ne se contente pas de faire un constat. Il se termine sur un appel à l'action, à la responsabilité, qui dépasse les frontières du Cameroun. Et cet appel est très direct. Il vise un pays en particulier, Israël. La source dit, en substance, Israël doit se désolidariser de ce genre de personnage. L'idée, c'est que les agissements présumés de l'un de ses citoyens finissent par nuire à l'image du pays tout entier, d'où cette demande d'une prise de distance officielle et sans ambiguïté.
Et d'ailleurs, d'après l'article, cette pression n'est pas juste des mots sur du papier, elle est en train de s'organiser concrètement. On nous apprend que des groupes de la diaspora camerounaise prévoient de manifester. Et où ça? Devant les ambassades et les consulats israéliens. Ça y est, l'affaire sort du cadre national pour devenir pleinement internationale. Et tout ce décryptage nous amène à la question finale, celle qui est posée en filigrane tout au long de l'article. Que se passe-t-il, au fond, quand des consultants étrangers en arrivent à commander les forces d'élite d'une nation souveraine? C'est une question qui interroge et qui nous laisse avec beaucoup de matière à réflexion sur ce que veulent dire la souveraineté, la sécurité et le poids de l'influence étrangère.